Je veux l'argent demain. Ces mots hurlés par mon propre fils dans ma cuisine ont brisé mon cœur en 1000 morceaux. 30 000 euros de dettes jetés à mon visage comme si je n'étais qu'une étrangère, après toute une vie consacrée à ma famille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans le vieux secrétaire en chaîne, je gardais des documents qui allaient révéler une vérité dévastatrice sur son père, sur sa femme et sur l'empire de mensonges dans lequel nous vivions tous depuis des années. Quand j'ai répondu calmement « D'accord, demain tu l'auras », je savais déjà que dans quelques heures, je serais assise dans un avion, laissant derrière moi une porte fermée à clé et un billet qui changerait tout. Cette histoire est celle d'une mère trahie, d'un fils aveuglé et d'un secret de famille si profond qu'il a fallu un acte désespéré pour le déterrer. Suivez-moi dans ce voyage bouleversant où l'amour et la vérité s'affrontent dans une bataille où personne ne sortira indemne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce bleu et de commenter d'où vous nous regardez. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires qui touchent le cœur. Le bruit de l'assiette qui se brise sur le sol a été le prélude du cri qui ne quitterait plus jamais mon esprit. « Je veux l'argent demain », a-t-il hurlé, les yeux injectés de sang et la salive jaillissant de sa bouche, comme si j'étais une étrangère. Mon fils, le même qui tremblait de fièvre dans mes bras autrefois, le même que j'ai défendu quand tout le monde disait qu'il n'avait pas d'avenir. Cet après-midi-là, le soleil entrait par la fenêtre et coupait ma cuisine des Croix-Rousses en deux. Moitié lumière, moitié ombre. Notre vieux parquet lyonnais, témoin de tant d'années de bonheur, grinçait doucement sous nos pas agités. Entre nous, sur la table en merisier que son père avait rénovée de ses mains, l'enveloppe contenant les dettes de sa femme. 30 000 euros. C'est elle qui a utilisé ton nom, maman. Mais maintenant, c'est ta responsabilité. Ma responsabilité. Ces mots ont résonné en moi comme une sentence. J'ai senti le poids des années s'abattre sur mes épaules, déjà courbées par le temps et le chagrin. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pris le papier, les plié en silence et j'ai répondu avec un calme que même moi je n'ai pas compris. D'accord, demain tu l'auras. Son regard a changé pendant un instant, presque comme de la peur. Mais il a tourné les talons et est sorti en claquant la porte. Le son a fait trembler la petite statuette de la Vierge sur l'étagère, celle que ma mère m'avait offerte pour notre installation dans ce quartier, il y a près de 45 ans. Quand le bruit de ses pas a disparu, je me suis assise sur cette même chaise où, 20 ans plus tôt, il faisait ses devoirs en me demandant de l'aider pour ses dictées. Cette chaise où je l'avais consolé après sa première peine d'amour. Cette chaise où il m'avait annoncé les yeux brillants qu'il allait devenir père. J'ai regardé le portrait de son père sur le mur. Pierre, avec son sourire chaleureux et ses yeux rieurs, pris lors de notre dernier été à Cassis. Ce même Pierre qui n'avait jamais élevé la voix contre moi, même dans nos moments les plus difficiles. Et j'ai murmuré « Pierre, il est temps de révéler la vérité ». Ma main tremblante a caressé la surface rugueuse de la table. J'ai fermé les yeux et j'ai revu le visage de mon fils quand il était petit, quand il venait se blottir contre moi pendant les orages qui faisaient trembler notre appartement. J'ai revu ses premiers pas dans le jardin des Tuileries lors de notre voyage à Paris. J'ai revu son premier jour d'école à l'institution Saint-Marc, avec son petit cartable trop grand pour lui. Et maintenant, à 68 ans, après avoir consacré ma vie à ma famille, voilà ce qui me restait. Un fils transformé en étranger, des accusations injustes et une douleur sourde au fond du cœur. Le téléphone a sonné. J'ai reconnu le numéro de ma belle-fille. Je n'ai pas répondu. À la place, je me suis levé lentement, j'ai ouvert le vieux secrétaire en chaîne dans le salon, et j'ai sorti une petite boîte métallique, celle où Pierre gardait ses documents les plus importants. Le soir tombait sur Lyon. Les lumières de la ville commençaient à briller à travers ma fenêtre. Au loin, la basilique de Fourvière s'illuminait, comme elle le faisait chaque soir, témoin silencieux de tant de vie, de tant de drames. 30 000 euros. J'ai murmuré en caressant le couvercle de la boîte. Est-ce vraiment le prix de l'amour d'une mère? J'ai ouvert la boîte et en ai sorti mon passeport, mon carnet de chèques et une vieille enveloppe jaunie que Pierre m'avait confiée avant sa mort. « N'ouvre ceci que lorsque tu n'auras plus le choix », m'avait-il dit. Je n'avais jamais eu le courage de l'ouvrir, jusqu'à aujourd'hui. Mes doigts ont caressé le papier, sentant son grain sous ma peau ridée. Cette enveloppe contenait des secrets que j'avais passé des années à protéger, des secrets qui pourraient tout changer. J'ai repensé au regard de mon fils, à cette haine soudaine dans ses yeux. Comment avions-nous pu en arriver là? Comment le petit garçon qui ramassait des coquillages sur la plage de la Côte d'Azur pour me les offrir
Avait-il pu se transformer en cet homme froid qui me jetait des dettes au visage? La nuit était maintenant tombée complètement. Les bruits familiers de mon quartier, le tintement des verres du bistrot d'en face, les rires des étudiants rentrant de l'université, le dernier tram qui passait en contrebas, formaient une symphonie mélancolique qui accompagnait ma décision. J'ai sorti ma petite valise du placard et ai commencé à y mettre quelques vêtements, mon nécessaire de toilette, mes médicaments. Demain, me suis-je dit en refermant la valise. Demain, tout changera. J'ai regardé une dernière fois le portrait de Pierre et j'ai eu l'impression qu'il me souriait, qu'il approuvait ma décision. « Tu avais raison, mon amour », ai-je murmuré. Il y a des silences qui tuent plus sûrement que des mots. Cette nuit-là, le vent de Lyon semblait porter les voix du passé. Il s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte de ma chambre, faisant danser les rideaux de dentelle que Pierre aimait tant. Ces rideaux, je les avais achetés aux Puces de Villeurbanne lors de notre 10e anniversaire de mariage. Un souvenir parmi tant d'autres qui me submergeait alors que je contemplais la ville endormie depuis ma fenêtre. La Croix-Rousse était silencieuse à cette heure tardive. Seules quelques fenêtres encore éclairées témoignaient de vie qui continuait leur cours, tandis que la mienne semblait s'être arrêtée cet après-midi même, quand mon fils avait prononcé ces mots cruels. Avec des gestes lents, j'ai ouvert la vieille boîte en bois de châtaignier dans l'armoire, celle où Pierre gardait ses correspondances professionnelles, une boîte qu'il avait sculptée lui-même durant nos vacances dans le Périgord, peu avant la naissance de Julien. « Jamais, Colette, jamais tu ne l'ouvriras, sauf si un jour notre fils se retourne contre toi », avait-il murmuré, les yeux remplis d'une étrange prémonition, 2 semaines avant sa mort. Entre les lettres et les photographies jaunies par le temps, j'ai trouvé ce que je redoutais. Les documents qui prouvaient que le véritable responsable de la faillite de l'entreprise familiale n'était pas mon mari, mais son frère, l'oncle de Julien. Mes mains tremblaient en parcourant ces papiers. Des signatures falsifiées, des transactions douteuses, des comptes au Caïman. Tout était là, noir sur blanc. Et au bas du document principal, la signature de Bernard, le frère de Pierre, celui qui avait prononcé l'éloge funèbre, avec des larmes de crocodile lors de l'enterrement. Pendant des années, j'avais gardé ce secret pour protéger le nom de la famille, pour préserver l'image que Julien avait de son père, pour maintenir cette façade de respectabilité bourgeoise si chère à notre entourage. Maintenant, le même frère qui avait détruit notre gagne-pain vivait confortablement dans sa villa du Cap Ferrat, et sa femme, la tante de Julien, était la conseillère de ma belle-fille. Quelle ironie cruelle. C'était elle qui avait suggéré à ma bru d'utiliser mon nom pour ses emprunts. J'en étais certaine. J'ai refermé la boîte avec un soupir qui ressemblait à un sanglot étouffé. Quelque chose en moi s'était brisé. Ce n'était pas seulement la trahison de mon fils qui me déchirait, mais cette accumulation de mensonges, de silences complices, de vérités étouffées, qui avaient empoisonné notre existence depuis la mort de Pierre. Demain, ai-je pensé en caressant les documents, demain, ils apprendront la valeur du silence qu'ils ont si bien su exploiter. Tandis que je préparais une petite valise, j'entendis la première sonnerie du téléphone. Il était presque minuit. Qui pouvait appeler à cette heure-ci? C'était ma belle-fille, Élodie. « J'espère que vous n'avez pas oublié l'argent, madame, » dit-elle sans même me saluer, sa voix dégoulinante de mépris à peine voilée. Julien compte dessus. Le madame sonnait comme une insulte dans sa bouche. Jamais elle n'avait daigné m'appeler belle-maman ou même par mon prénom. Toujours ce madame, froid et distant, comme si j'étais une étrangère, une intruse dans leur vie parfaite. J'ai raccroché sans répondre. Mon cœur battait si fort que je pouvais en sentir les pulsations dans mes tempes. Une colère froide, de celle qui ne s'exprime pas par des cris mais par des actes, montait en moi comme une marée d'équinoxe. En regardant par la fenêtre, j'ai aperçu une silhouette qui observait ma maison depuis l'autre côté de la rue. Dans l'obscurité, je n'ai pu distinguer son visage, mais sa posture m'était familière. Était-ce Julien, ou peut-être Bernard, qui craignait que je ne révèle enfin son secret? J'ai éteint la lumière et me suis assise dans l'obscurité, serrant contre moi la vieille écharpe de Pierre, celle qui gardait encore, après toutes ces années, une trace infime de son parfum, l'odeur de santal et de vétiver qu'il aimait tant. « Que dois-je faire, Pierre ?» ai-je murmuré dans le noir, comme si son esprit pouvait me conseiller. Comment réparer tant d'années de mensonges? Le silence de l'appartement n'a été troublé que par le tic-tac régulier de la pendule du salon, celle que nous avions achetée ensemble au marché aux Puces de Saint-Ouen lors de notre lune de miel. Chaque seconde qui s'écoulait me rapprochait de la décision que j'avais déjà prise, au fond de mon cœur meurtri. Sur la table de nuit, la photo de notre famille au complet,
Pierre, Julien et moi, lors de la remise du diplôme de notre fils à l'école de commerce, semblait me narguer. Ses sourires figés, cette façade de bonheur parfait, tout n'était qu'illusion. « Pardonne-moi, Pierre », ai-je chuchoté en caressant son visage sur la photographie. « J'ai gardé ton secret trop longtemps. Il est temps que la vérité éclate. » Dehors, la silhouette avait disparu, mais je savais qu'elle reviendrait. Ils reviendraient tous dès qu'ils comprendraient ce que je m'apprêtais à faire. J'ai sorti de mon sac à main le billet d'avion que j'avais acheté en ligne cet après-midi même, juste après le départ de Julien. Un aller simple pour Marseille. Le vol 372. Départ à 10h35 le lendemain matin. L'aéroport Saint-Exupéry n'était qu'à 30 minutes en taxi de chez moi. J'ai caressé le papier, sentant sous mes doigts la promesse d'une libération. Pour la première fois depuis des années, j'allais agir pour moi-même, non pour préserver les apparences ou protéger ceux qui ne le méritaient pas. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, je n'ai même pas regardé qui appelait. Demain, ils auraient toutes leurs réponses, mais pas celles qu'ils attendaient. La madrugada transcurrió con lentitud. Cada segundo parecía medir el peso de mi décision. L'aube tardait à venir. Par la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir le ciel de Lyon se teinter lentement de nuances violacées. Chaque seconde qui s'écoulait semblait mesurer le poids de ma décision. La nuit avait été interminable. Allongé sur mon lit, les yeux grands ouverts, j'avais écouté les bruits familiers de mon immeuble, le grincement de l'ascenseur, les pas du voisin du dessus qui souffrait d'insomnie comme moi, le ronronnement lointain des premiers bus de la ligne C qui gravissaient la colline de la Croix-Rousse. J'ai allumé ma petite lampe de chevet, celle que Pierre m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage, avec son abat-jour en soie peinte à la main. Sa lueur douce a fait danser les ombres sur le papier peint aux motifs floraux que nous avions choisis ensemble, il y a si longtemps. D'une main tremblante, j'ai pris mon petit carnet de prières, relié de cuir bordeaux, usé par les années. Ce carnet m'avait accompagné dans les moments les plus sombres. La mort de ma mère, la longue maladie de Pierre, les nuits d'angoisse quand Julien, adolescent, rentrait trop tard. Mais cette fois, je n'y ai pas écrit de prière. Mes doigts, crispés sur le stylo plume que Pierre utilisait pour signer ses contrats, j'ai commencé à rédiger quelque chose de différent. Non pas une supplique à Dieu, mais un testament. Non pas un testament de biens, car je ne possédais presque plus rien. La maison familiale de Sainte-Foy-les-Lyons avait été vendue pour payer les dettes après la mort de Pierre. Mon appartement actuel était modeste, loué avec ma petite pension de veuve d'architecte. Les bijoux de famille avaient été discrètement cédés, un à un, pour aider Julien dans ses études à HEC, puis pour financer son mariage fastueux avec Élodie à l'église Saint-Nizier. Non, ce que j'écrivais était un testament de vérité. Dans ce testament, j'ai inscrit ce que Pierre m'avait demandé sur son lit de mort, à l'hôpital Édouard Herriot, un matin pluvieux de novembre. Quand il se retournera contre toi, raconte la vérité. Alors seulement mon nom trouvera le repos. Ces mots, je les avais gardés en moi comme un secret brûlant pendant 7 longues années. 7 années à sourire poliment au dîner de famille, où Bernard, le frère de Pierre, racontait comment il avait tout essayé pour sauver l'entreprise que mon frère avait menée à la faillite. 7 années à voir Julien s'éloigner de moi, influencé par sa femme et les murmures empoisonnés de son oncle. J'ai plié soigneusement les feuilles et les ai rangées dans mon sac à main, celui que Julien m'avait offert pour mon 65e anniversaire, le dernier cadeau avant qu'il ne devienne cet étranger aux yeux froids. Sur ma table de cuisine, j'ai laissé une enveloppe cachetée avec de la cire rouge, une vieille habitude que Pierre aimait pour les occasions importantes. Sur l'enveloppe, j'ai écrit d'une main ferme « À ouvrir lorsque je ne serai plus là ». Cette phrase, ambiguë à dessein, laisserait à Julien le choix de l'interprétation. Serait-il assez curieux pour l'ouvrir immédiatement, pensant à ma mort, ou respecterait-il ma dernière volonté, attendant mon retour qui pourrait ne jamais venir? Dans cette enveloppe, j'avais glissé une simple feuille avec ces mots. La vérité est dans le cahier rouge de ton père, celui qu'il gardait dans le tiroir de son bureau, celui que ton oncle a pris le soir de l'enterrement prétendant vouloir préserver les souvenirs familiaux. Demande-lui de te le montrer. Et alors, seulement, tu comprendras. Ce cahier, je savais que Bernard ne l'avait pas détruit. Il était trop prudent pour cela. Il le gardait certainement comme une garantie, au cas où j'aurais gardé des copies des documents compromettants. Ce que j'avais fait, bien sûr. Avant le premier rayon du soleil, j'ai utilisé mon vieil ordinateur pour acheter un billet pour Marseille sur le vol 372. L'écran bleuté illuminait mon visage dans la pénombre, donnant à ma peau ridée une apparence spectrale. Pourquoi Marseille? Parce que c'était là que Pierre et moi nous étions rencontrés,
Un été de 1973, sur le Vieux-Port. J'étais étudiante en lettres, venue de Lyon pour les vacances. Il dessinait les bateaux, assis sur un banc, ses croquis d'architecte déjà remarquables. Un coup de vent avait emporté l'une de mes feuilles de notes. Il l'avait rattrapée. Nos doigts s'étaient effleurés, et le reste appartenait à l'histoire, notre histoire. En attendant le taxi que j'avais commandé pour 8h30, j'ai regardé le portrait de Julien l'enfant accroché dans le couloir. Cette photo prise au parc de la Tête d'Or, près de la roseraie, mon petit garçon de 5 ans souriant de toutes ses dents, une glace à la fraise dégoulinant sur ses doigts potelés. Ce jour-là, il m'avait dit « Quand je serai grand, je t'achèterai un château, maman. » La vie avait une étrange façon de transformer les promesses d'enfant. Que Dieu te fasse comprendre un jour, ai-je murmuré en effleurant son visage sur la photographie, même si c'est trop tard. J'ai vérifié une dernière fois le contenu de ma valise. Quelques vêtements, mes médicaments pour le cœur, le petit album photo que je gardais toujours avec moi, et les documents qui prouvaient l'innocence de Pierre. Au fond, soigneusement enveloppé dans un foulard en soie, la montre goussée en argent de mon mari, son seul héritage, qu'il tenait de son propre père, un horloger de la presqu'île. Le ciel s'éclaircissait maintenant. Dans la rue, les premiers commerçants ouvraient leurs boutiques. La boulangère d'en face levait son rideau métallique. L'odeur du pain chaud commençait à envahir la rue. Un parfum de vie normale qui me semblait désormais appartenir à un autre monde. Mon téléphone a sonné à nouveau. Le nom de Julien s'est affiché. J'ai hésité, mon doigt suspendu au-dessus de l'écran. Puis j'ai décliné l'appel. Certains silences sont plus éloquents que les mots. Je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, alors que les voyageurs du matin savouraient encore l'arôme de leur café et que les annonces résonnaient dans les haut-parleurs. L'immense hall, avec sa verrière, laissait filtrer une lumière douce qui donnait au lieu une atmosphère presque irréelle, comme suspendue entre deux mondes. Mon taxi avait roulé en silence depuis Lyon. Le chauffeur, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants, avait respecté mon mutisme, se contentant de jeter parfois un regard dans le rétroviseur, peut-être intrigué par cette femme âgée voyageant seule avec une petite valise. Quand il m'avait demandé où j'allais, j'avais simplement répondu « vers la liberté ». Il avait hoché la tête comme s'il comprenait. À l'aéroport, je me suis dirigé vers les écrans d'affichage. Vol 372 pour Marseille, départ 10h35, embarquement porte 27. J'avais encore 1 heure devant moi. 1 heure avant de quitter cette vie qui n'en était plus une. 1 heure avant que Julien ne découvre que sa mère avait disparu sans laisser d'autres traces qu'une enveloppe scellée. Je me suis assise dans un café près des boutiques duty-free, commandant un thé Earl Grey que je n'ai pas touché. Les voyageurs défilaient devant moi, chacun portant son histoire, ses espoirs, ses regrets, familles en vacances, hommes d'affaires pressés, couples enlacés, et moi, Colette Meunier, 68 ans, en fuite de mon propre fils. C'est alors que j'ai ressenti un frisson lorsqu'un homme en costume sombre s'est approché de ma table. J'ai immédiatement reconnu François, le beau-frère de Julien, le frère d'Élodie. Grand, élégant, avec ce sourire commercial qu'il affichait dans sa boutique de luxe de la rue de la République. Madame Colette, son ton faussement chaleureux ne trompait personne. Quelle surprise! Vous partez en voyage? Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais j'ai gardé mon visage impassible, celui que j'avais appris à porter comme un masque pendant toutes ces années de silence. « Bonjour, François », ai-je répondu en portant ma tasse de thé à mes lèvres pour gagner du temps. Oui, une petite escapade. Il s'est assis sans y être invité, posant sa mallette en cuir sur la table. Ses ongles étaient parfaitement manucurés, ses boutons de manchette en or brillant sous la lumière artificielle du café. « Vous allez à Marseille » a-t-il demandé, ses yeux fixés sur mon billet d'avion que j'avais imprudemment laissé visible. « Julien m'a demandé de vous retrouver. Il est inquiet. Il dit que vous êtes parti sans explication. » Mensonge. Je le voyais dans ses yeux. Ce regard froid de quelqu'un qui craint de perdre le contrôle de la situation. Julien n'avait pas pu l'envoyer. Mon fils ignorait encore mon départ. Non, François était là pour une autre raison. Julien est inquiet? J'ai laissé échapper un rire bref, presque amer. Le même Julien qui m'a jeté des dettes au visage hier après-midi? Qui m'a parlé comme si j'étais une étrangère dans ma propre cuisine? François a eu l'élégance de paraître gêné, mais ses yeux restaient calculateurs. Il regrette, madame. Il était en colère. Il n'a pas réfléchi. Il veut que vous rentriez. Il est désolé. J'ai fixé mon regard dans le sien, cherchant la vérité derrière ses paroles. Des années à observer les gens m'avaient appris à détecter les mensonges, et celui-ci était flagrant.
aussi flagrant que les comptes falsifiés que Bernard avait présentés lors de la liquidation de l'entreprise de Pierre. « Dites à mon fils, ai-je répondu en me levant lentement, que le regret est un mot qui se dit avant, pas après. » J'ai laissé un billet de 10 € sur la table pour mon thé intouché et j'ai commencé à m'éloigner, ma petite valise roulant doucement derrière moi sur le sol poli de l'aéroport. Madame Colette a appelé François, assez fort pour que je l'entende, mais pas assez pour attirer l'attention. « Les papiers que vous avez pris, ils ne vous appartiennent pas. » Je me suis figé. Alors c'était ça. Il savait que j'avais les documents. Bernard avait dû prévenir François dès qu'il avait appris mon départ. Peut-être avait-il fait surveiller ma maison depuis des jours, craignant que je ne décide enfin de parler. Sans me retourner, j'ai continué mon chemin vers les contrôles de sécurité. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti une étrange sensation de liberté mêlée à une détermination farouche. La douleur de l'abandon s'était transformée en courage. Après avoir passé les contrôles, je me suis dirigé vers ma porte d'embarquement. L'aéroport était une ruche bourdonnante d'activités, mais je me sentais étrangement calme, comme détaché de cette agitation. Je me suis assise face à la baie vitrée qui donnait sur le tarmac. Les avions décollaient et atterrissaient dans une chorégraphie bien réglée. J'ai sorti mon téléphone pour le mettre en mode avion, et j'ai vu que Julien avait essayé de m'appeler 6 fois. 3 messages vocaux et plusieurs textos urgents. « Maman, où es-tu ? Maman, rappelle-moi immédiatement. Maman, c'est important, j'ai besoin de te parler. Trop tard, mon fils. Trop tard. » L'annonce de l'embarquement pour le vol 372 à destination de Marseille a résonné dans les haut-parleurs. Je me suis levé, ajustant mon foulard en soie, celui que Pierre m'avait rapporté de Milan lors de son dernier voyage professionnel. Dans la file d'attente pour l'embarquement, j'ai cru apercevoir au loin la silhouette de François qui scrutait la foule. Il était trop tard pour lui aussi. Les portes de sécurité le séparèrent de moi. Une hôtesse a vérifié mon billet et ma carte d'identité, me souhaitant un bon voyage avec un sourire professionnel. « Merci », ai-je répondu. « Ce sera le voyage le plus important de ma vie. » Elle n'a pas saisi le sens de mes paroles, mais m'a offert un sourire plus chaleureux, peut-être touché par le ton de ma voix. Tandis que l'avion taxiait sur la piste, j'ai ouvert mon petit carnet et j'ai continué mon testament, décrivant nom, date, secret et une révélation que personne n'attendait. Pierre n'était pas mort d'une crise cardiaque comme tout le monde le croyait. Il avait été poussé à la faillite et à la mort par quelqu'un au sein même de sa propre famille. Les documents que je tenais le prouvaient, les transactions frauduleuses signées par Bernard, les prêts jamais remboursés, les comptes secrets à l'étranger, et la lettre de Pierre, écrite la veille de sa mort, où il expliquait tout, sachant qu'il ne survivrait pas à cette trahison. L'avion a pris de la vitesse puis s'est élevé dans le ciel parisien. Sous mes pieds, la France défilait, avec ses villes, ses campagnes, ses rivières. Quelque part là-bas, à Lyon, un fils découvrait que sa mère avait disparu. Et bientôt, très bientôt, il découvrirait bien plus encore. L'avion planait déjà au-dessus des nuages. De mon siège, près du hublot, je contemplais l'horizon qui se dissolvait en nuances d'argent et de mélancolie. Le ciel au-dessus de la France était d'un bleu parfait ce matin-là, comme si la nature elle-même avait décidé de m'offrir un dernier tableau à admirer. Le soleil faisait étinceler les ailes de l'appareil et transformait la mer de nuages sous nous en un océan de coton immaculé. Je repensais à toutes ces années passées à Lyon, les promenades dominicales le long des quais de Saône avec Pierre, les goûters avec Julien au parc de la Tête d'Or quand il était petit, les repas de famille dans notre maison de Sainte-Foy avant que tout ne s'effondre. Ces souvenirs défilaient comme un film dont j'étais à la fois l'actrice principale et la seule spectatrice. Une hôtesse de l'air s'approcha de mon siège. Elle avait ce sourire bienveillant qu'on réserve aux personnes âgées, voyageant seules. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-elle en se penchant légèrement. Je levai les yeux vers elle. Son badge indiquait « Sophie ». Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans. L'âge qu'aurait eu ma petite fille si Julien et Élodie avaient décidé d'avoir un enfant. Mais Élodie avait toujours été claire sur ce point. Les enfants ne font pas partie de notre plan de vie, avait-elle déclaré lors d'un dîner de Noël sous le regard approbateur de Julien. Je suis en train d'écrire quelque chose d'important, ma fille, répondis-je avec un sourire las. C'est ce qui restera de moi. Sophie hocha la tête avec compréhension, me proposant un thé que j'acceptais volontiers. Mes mains ridées tremblèrent légèrement tandis que je reprenais ma plume pour continuer mon testament. Dans ce document, j'ajoutais la vérité finale, celle que j'avais gardée pour moi depuis si longtemps, le nom de la personne qui avait signé les documents falsifiés,
Le même nom qui figurait sur les dettes de 30 000 € jetées à mon visage était celui de ma propre belle-fille. C'était Élodie qui avait utilisé mon numéro fiscal pour contracter des emprunts, puis avait habilement manipulé les apparences pour faire croire que mon défunt mari était responsable de cette situation. J'écrivais avec une clarté surprenante, détaillant comment elle avait progressivement isolé Julien de moi, comment elle avait semé des graines de doute sur l'honnêteté de son père, comment elle s'était liée d'amitié avec Bernard, le frère de Pierre, pour construire cette toile d'araignée dans laquelle nous étions tous pris. Le thé que l'hôtesse m'avait apporté refroidissait lentement dans la tasse en plastique. Je n'y avais pas touché, trop absorbé par ma tâche. Les turbulences légères faisaient trembler l'avion par moments, mais je poursuivais mon écriture, imperturbable. Une dame âgée assise de l'autre côté de l'allée m'observait avec curiosité. Nos regards se croisèrent brièvement, et je crus y lire une forme de compréhension tacite, cette solidarité silencieuse entre personnes qui ont traversé suffisamment d'épreuves pour reconnaître la douleur chez les autres. Je refermai mon carnet et, au dos de la dernière page, j'écrivis une unique phrase qui résumait tout. La vérité vole plus haut que n'importe quel mensonge. Cette phrase, Pierre me l'avait dite la veille de sa mort, alors qu'il était déjà affaibli par la maladie. Ses yeux, habituellement si vifs, étaient voilés par la souffrance, mais sa voix avait retrouvé pendant un instant sa force d'autrefois lorsqu'il m'avait pris la main et murmuré ces mots. Je n'avais pas compris leur signification à l'époque. Maintenant, 7 ans plus tard, dans cet avion qui m'emportait loin de mon ancienne vie, leur sens m'apparaissait avec une clarté aveuglante. À travers le hublot, je pouvais voir que nous survolions maintenant la vallée du Rhône. Je reconnaissais ce paysage pour l'avoir parcouru des centaines de fois avec Pierre lors de nos escapades en Provence. Les champs de lavande seraient bientôt en fleurs, pas maintenant, en cette saison froide, mais bientôt. Pierre et moi avions toujours prévu de passer notre retraite là-bas, dans une petite maison de pierre avec des volets bleus et un jardin d'oliviers, un rêve qui s'était évanoui avec son dernier souffle. Nous entamons notre descente vers Marseille, annonça le commandant de bord dans les haut-parleurs. La température au sol est de 14 degrés, le temps est ensoleillé avec quelques nuages. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et nous vous souhaitons un agréable séjour. Agréable séjour. Ces mots sonnaient étrangement à mes oreilles. Je ne savais pas combien de temps durerait mon séjour à Marseille, ni même si j'y resterais. L'important était d'être ailleurs, loin de Lyon, loin de cette maison qui n'était plus un foyer mais le théâtre de ma propre humiliation. Je rangeais soigneusement mon testament dans mon sac à main, vérifiant une dernière fois que les documents compromettants y étaient également. Ces papiers étaient mon seul pouvoir désormais, ma seule arme dans une bataille que je n'avais jamais voulu livrer. L'avion amorça sa descente, traversant les nuages pour révéler la côte méditerranéenne qui s'étendait sous nos ailes comme une promesse de liberté. Le bleu profond de la mer contrastait avec le blanc éblouissant des falaises des Calanques. C'était beau, à en couper le souffle. Je fermai les yeux et pour la première fois depuis longtemps, je sentis une paix étrange m'envahir. Quoi qu'il arrive maintenant, j'avais fait ce que je devais faire. Le reste ne dépendait plus de moi. « Préparez-vous à l'atterrissage », annonça l'hôtesse en passant dans l'allée. J'attachai ma ceinture, le cœur battant d'une émotion que je ne parvenais pas à identifier. Était-ce de la peur, de l'anticipation, du soulagement? Peut-être un mélange de tout cela. Une chose était certaine. Pour la première fois en 7 ans, depuis la mort de Pierre, je me sentais vivante, vraiment vivante. Et c'était à la fois terrifiant et merveilleux. Pendant que je volais, Julien découvrait l'impossible. La matinée avait commencé comme toutes les autres pour mon fils. Le réveil à 6h30, la douche rapide, le costume sombre soigneusement repassé par sa femme, le café noir sans sucre avalé debout près de la fenêtre de leur appartement du 6e arrondissement. La routine immuable d'un homme qui avait planifié sa vie comme on dessine les plans d'un bâtiment, avec précision, sans place pour l'imprévu. Mais ce matin-là, l'imprévu avait frappé à sa porte sous la forme d'un appel téléphonique. « Monsieur Meunier ?» La voix au bout du fil était professionnelle, distante. « Je suis maître Lombard, de la Banque nationale de Lyon. Nous avons besoin de vous parler concernant les emprunts contractés sous le nom de Colette Meunier. » Julien avait froncé les sourcils, sentant un malaise l'envahir. À côté de lui, Élodie préparait son sac, feignant de ne pas écouter mais tendant l'oreille avec une attention soudaine. « De quoi s'agit-il exactement ?» avait-il demandé, la gorge serrée. « Nous avons détecté des irrégularités dans les dossiers. Il semble que les signatures sur certains documents ne correspondent pas.
Nous avons lancé une procédure de vérification et le banquier avait marqué une pause. Et le nom qui apparaît comme véritable emprunteur dans nos registres n'est pas celui de votre mère. Un silence glacial s'était installé dans l'appartement. Julien avait tourné les yeux vers Élodie, qui avait soudain pâli, son rouge à lèvres écarlate, contrastant violemment avec la blancheur de son visage. « Quel nom apparaît dans vos registres ?» avait-il demandé, bien qu'il commençât à soupçonner la réponse. « Madame Élodie Meunier, née d'Arbois. » Le monde de Julien s'était effondré en cet instant précis. Toutes ces années de reproches silencieux envers sa mère, toutes ces accusations voilées contre la mémoire de son père, tout n'avait été qu'un château de mensonges érigé par la femme qu'il aimait. Il avait raccroché sans un mot de plus, fixant Élodie avec un regard qu'elle ne lui connaissait pas. « Qu'as-tu fait » avait-il murmuré, sa voix à peine audible, mais chargée d'une colère contenue qui faisait trembler l'air entre eux. Élodie avait alors fait ce qu'elle savait faire de mieux. Elle avait menti, nié l'évidence, pleuré, accusé la banque d'erreur, juré de son innocence. Mais son regard fuyant trahissait la vérité que ses lèvres refusaient d'admettre. Julien avait tenté d'appeler sa mère, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Appel perdu. Silence. Le désespoir montant en lui comme une marée noire, il avait saisi ses clés et quitté l'appartement sans un regard pour Élodie, qui implorait maintenant, promettait d'expliquer, suppliait qu'on lui laisse une chance. La circulation dans Lyon était dense ce matin-là. Les klaxons, les freins, les moteurs, tout semblait conspirer contre Julien qui frappait son volant d'impatience. Chaque feu rouge était une torture, chaque embouteillage un supplice. Quand il avait enfin atteint la Croix-Rousse et garé sa voiture en double file devant mon immeuble, son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses tempes comme un tambour de guerre. « Maman !» avait-il crié en montant les escaliers 4 à 4, ignorant l'ascenseur trop lent pour son urgence. « Maman, ouvre-moi !» Mais seul le silence lui avait répondu. Il avait utilisé son double des clés, celui que je lui avais donné après la mort de Pierre, au cas où, lui avais-je dit avec un sourire triste. Quand il était entré dans l'appartement, il avait été frappé par le silence. Ce silence particulier des lieux récemment abandonnés, où flotte encore le parfum de la personne partie mais où manque sa présence. « Maman » avait-il appelé, sa voix se brisant légèrement. Il avait parcouru chaque pièce, la cuisine où nous avions pris tant de repas ensemble, le avec ses vieux fauteuils usés mais confortables, ma chambre avec le portrait de Pierre sur la table de nuit. Tout était en ordre, presque trop en ordre, comme si j'avais soigneusement rangé avant de partir. C'est en retournant dans la cuisine qu'il avait aperçu l'enveloppe sur la table. Il l'avait ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un simple billet écrit à la main. « Tu n'as jamais su qui a vraiment détruit ce que tu aimais. » Le billet lui avait glissé des doigts, tombant sur le sol comme une feuille morte. Une vague de nausée l'avait submergé, tandis qu'il commençait à comprendre l'ampleur de sa trahison. Non pas la mienne, mais la sienne envers moi. Dans un état second, il avait appelé l'aéroport Saint-Exupéry. Le vol 372 pour Marseille. Oui, il a décollé il y a plus d'1 heure, monsieur. Un sanglot avait échappé à Julien alors qu'il raccrochait. Trop tard. Il était trop tard. De retour à son appartement, il avait trouvé Élodie en larmes, effondrée sur le canapé de cuir blanc qu'elle avait tant insisté pour acheter. « C'est ce que tout le monde a maintenant », avait-elle argumenté. En me voyant entrer, elle s'était précipitée vers lui, s'accrochant à sa veste comme une naufragée à une bouée de sauvetage. « Je peux tout expliquer », avait-elle commencé, son maquillage coulant en traînées noires sur ses joues. « C'était pour nous, pour notre avenir. Ta mère n'utilise même pas cet argent. Elle vit comme une recluse dans son vieil appartement avec ses vieux meubles. » Julien l'avait repoussé doucement mais fermement. « Elle est partie », avait-il dit, sa voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Ma mère est partie à cause de ce que nous lui avons fait. »« Ce que nous lui avons fait ?» Élodie avait craché ses mots, son visage se déformant soudain de colère. « C'est elle qui a toujours été entre nous. Elle et ses jugements silencieux, ses regards désapprobateurs, ses commentaires à peine voilés. Assez. » Le cri de Julien avait résonné dans l'appartement comme un coup de tonnerre. « Ma mère n'a jamais rien fait de tout ça. C'est toi qui as créé cette image d'elle pour me monter contre elle. C'est toi qui as falsifié des documents pour utiliser son nom. C'est toi qui as détruit ma famille. » Élodie s'était alors effondrée, vaincue non par les accusations, qu'elle savait fonder, mais par la réalisation que son emprise sur Julien venait de se briser irrémédiablement. Mon fils était alors assis lourdement sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains, tandis qu'une vérité terrible se faisait jour en lui. Pendant des années,
Il avait choisi de croire les mensonges d'une étrangère plutôt que l'amour inconditionnel de celle qui lui avait donné la vie. Et maintenant, il était trop tard. Le vol 372 avait emporté sa chance de rédemption vers un horizon qu'il ne pouvait plus atteindre. Durant le vol, le pilote annonça une zone de turbulence. « Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de perturbation. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. Le service en cabine reprendra dès que possible. » L'avion tressauta, comme un cheval nerveux face à l'orage. Quelques passagers s'agrippèrent à leurs accoudoirs, les jointures blanches trahissant leur anxiété. D'autres fermèrent les yeux, certains priant silencieusement, d'autres se perdant dans le sommeil pour échapper à l'inconfort du moment. Je regardais par le hublot imperturbable. Après tout ce que j'avais traversé dans ma vie, quelques secousses à 10 000 mètres d'altitude semblaient bien dérisoires. Les nuages s'étaient assombris, formant une masse compacte qui enveloppait l'avion comme un linceul grisâtre. On ne distinguait plus le sol ni même le ciel. Nous étions suspendus dans un entre-deux vaporeux, ni ici ni ailleurs. N'était-ce pas, au fond, une métaphore parfaite de ma propre existence, suspendue entre deux mondes, entre mon passé à Lyon et un avenir incertain à Marseille, entre la mère que j'avais été et la femme que je redevenais, loin des chaînes des obligations familiales. Un éclair zébra le ciel à quelques kilomètres de distance, illuminant brièvement la cabine d'une lueur fantomatique. Je comptais machinalement, 1, 2, 3, avant d'entendre le grondement lointain du tonnerre étouffé par l'altitude, mais néanmoins perceptible à travers la carlingue de l'appareil. Je contemplais l'alliance que je portais encore, symbole d'une promesse qui ne s'était jamais brisée, même dans l'absence. Cet anneau d'or simple, sans fioriture, que Pierre m'avait passé au doigt il y a 47 ans dans la petite église Saint-Paul de Lyon. Nous étions si jeunes alors, si pleins d'espoir et de rêves. Lui, brillant architecte fraîchement diplômé. Moi, enseignante passionnée de littérature française. Nous avions imaginé une vie remplie de voyages, de projets communs, de discussions intellectuelles au coin du feu. La réalité avait été différente, plus dure, plus complexe, mais aussi plus riche en certains aspects. L'arrivée de Julien avait transformé notre duo en trio, réorientant nos priorités et nos ambitions. Les difficultés financières nous avaient contraints à abandonner certains rêves pour en construire d'autres, plus modestes mais tout aussi précieux. Je fis tourner doucement l'alliance autour de mon doigt ridé, sentant les minuscules éraflures que le temps y avait inscrites. Comme notre amour, cet anneau avait traversé les années, s'usant par endroits, mais conservant sa solidité essentielle. Pierre, murmurai-je comme s'il pouvait m'entendre à travers le vacarme des moteurs et l'immensité du ciel. Aurais-je dû agir plus tôt? Aurais-je dû révéler la vérité d'état-mort? Je fermai les yeux et j'eus la sensation étrange qu'il était assis à côté de moi, son épaule contre la mienne, sa main recouvrant la mienne comme il le faisait souvent pour me rassurer. Je pouvais presque sentir son odeur, ce mélange de tabac pour pipe qu'il fumait occasionnellement, d'eau de Cologne artisanale achetée chez un petit parfumeur de la presqu'île, et de cette senteur indéfinissable qui n'appartenait qu'à lui. « Maintenant, il va savoir la vérité, Colette », semblait-il me dire avec ce sourire en coin qui plissait le coin de ses yeux et faisait apparaître cette fossette que j'aimais tant. Une larme solitaire roula sur ma joue. Je ne l'essuyai pas, la laissant tracer son chemin jusqu'au coin de mes lèvres. Elle avait un goût salé, comme la mer vers laquelle nous nous dirigions. Quelques sièges plus loin, un jeune couple se tenait par la main. Elle avait posé sa tête sur l'épaule de son compagnon qui lui murmurait des paroles rassurantes à l'oreille. Il me rappelait Pierre et moi à leurs âges, cette complicité, cette tendresse simple et vraie. J'espérais pour eux que le temps ne viendrait pas éroder ce qu'ils partageaient, que les épreuves ne feraient que renforcer leur lien au lieu de le corrompre. Le commandant de bord annonça que nous avions traversé la zone de turbulence et que le service en cabine allait reprendre. L'avion se stabilisa, retrouvant son vol paisible à travers les nuages qui commençaient à s'éclaircir. Je pensais à Julien, à mon fils qui, en ce moment même, devait découvrir l'ampleur du mensonge dans lequel il avait vécu. Je n'éprouvais aucune joie à imaginer sa souffrance, seulement une tristesse profonde que les choses en soient arrivées là. L'amour d'une mère est étrange. Il survit à l'humiliation, à la trahison, à l'abandon. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, malgré ces mots cruels lancés comme des pierres dans notre cuisine la veille, je l'aimais toujours. Comment ne pas aimer cet enfant que j'avais porté 9 mois sous mon cœur? Comment oublier ce petit garçon aux genoux écorchés qui me dessinait des cœurs maladroits pour la fête des mères? Comment renier le jeune homme brillant qu'il était devenu, malgré ses erreurs?
L'hôtesse passa avec un chariot de boissons. Je déclinai poliment son offre. Mon esprit était ailleurs, naviguant entre les souvenirs du passé et les incertitudes de l'avenir. Que ferais-je une fois à Marseille? Je n'avais pas de plan précis, seulement cette nécessité viscérale de m'éloigner, de respirer un air différent. Peut-être louerais-je une petite chambre près du Vieux-Port, là où Pierre et moi nous étions rencontrés. Peut-être retournerais-je sur ce banc où il dessinait les bateaux, où le destin avait noué nos vies en un nœud que même la mort n'avait pu défaire. Ou peut-être irais-je plus loin, vers ces villages perchés de l'arrière-pays provençal dont nous avions tant parlé pour notre retraite. Ces lieux où le temps semble suspendu, où la lumière transforme les paysages les plus ordinaires en tableaux dignes des plus grands maîtres. Les nuages s'ouvrirent soudain comme un rideau de théâtre dévoilant une scène éclatante. La lumière du soleil inonda la cabine d'une clarté presque surnaturelle. Les passagers qui somnolaient se redressèrent, éblouis par ce changement soudain. Les conversations s'interrompirent un instant, comme si chacun prenait la mesure de ce spectacle offert gratuitement à 10 000 mètres au-dessus du sol. Tout devint blanc. L'horizon, le ciel, l'intérieur de l'avion. Une blancheur pure, immaculée, presque aveuglante. Et pour la première fois depuis très longtemps, je sentis une paix profonde m'envahir. Cette paix que l'on ressent parfois dans les moments de grâce, lorsque le monde semble s'arrêter de tourner pour nous offrir un instant d'éternité. Cette paix que Pierre avait sur le visage lorsqu'il s'était endormi pour la dernière fois, ma main dans la sienne, après m'avoir fait promettre de veiller sur Julien. Cette paix qui ne vient pas de l'absence de problème, mais de l'acceptation sereine de ce qui est, de ce qui fut et de ce qui sera. Je fermai les yeux, baigné par cette lumière céleste, et j'eus la certitude inexplicable que quoi qu'il arrive désormais, tout irait bien, que la vérité, comme l'avait dit Pierre, volerait plus haut que n'importe quel mensonge, et que cette vérité, finalement libérée, nous libérerait tous. Julien, moi, et même peut-être l'âme de Pierre qui attendait depuis si longtemps que justice lui soit rendue. Quelques jours plus tard, la nouvelle tomba comme un couperet dans la presse régionale. Le vol 372 avait subi une panne électrique majeure et avait dû effectuer un atterrissage d'urgence à Nice. L'article du Progrès de Lyon, posé sur la table basse de Julien, titrait en gras « Miracle dans le ciel ». Aucune victime dans l'atterrissage forcé du vol 372. Les détails suivaient, technique et froid, une défaillance du système électrique principal, un pilote expérimenté qui avait gardé son sang-froid, une tour de contrôle efficace à Nice qui avait guidé l'appareil vers une piste dégagée en urgence. Aucune mort, mais plusieurs blessés. J'étais parmi les passagers hospitalisés. Ma tête avait heurté le siège devant moi lors de l'impact brutal avec la piste. Une commotion cérébrale légère, quelques contusions, rien de grave selon les médecins. Mais j'avais expressément demandé que mon nom ne figure pas sur les listes officielles de victimes. Je ne veux pas que ma famille me retrouve, avais-je expliqué à l'infirmière qui remplissait mon dossier d'admission à l'hôpital Pasteur de Nice. Pas encore. Elle m'avait regardé avec ce mélange de curiosité et de compassion que l'on réserve aux personnes âgées, dont on suppose qu'elles ont peut-être l'esprit un peu confus, mais elle avait respecté ma volonté. Dans ma chambre d'hôpital au mur d'un blanc cassé impersonnel, j'avais rassemblé mes forces pour finaliser ce que j'avais commencé dans l'avion. J'avais envoyé mon testament complet à Maître Durieux, le notaire qui avait géré la succession de Pierre, avec instruction de le remettre à Julien exactement une semaine après l'accident. Cette semaine de délai était délibérée. Je voulais que mon fils ait le temps de vivre avec sa culpabilité, de mesurer pleinement le poids de ses actions. Non par cruauté, mais parce que je savais que c'était le seul moyen pour qu'il comprenne vraiment. À Lyon, Julien avait passé ses 7 jours dans un état proche de la folie. Après avoir appris l'accident du vol 372, il avait appelé tous les hôpitaux de Nice et des environs, suppliant qu'on lui confirme si j'étais parmi les victimes. Face aux refus administratifs et aux réponses évasives, il s'était rendu lui-même sur place, faisant le tour des services d'urgence, montrant ma photo à quiconque acceptait de la regarder. « C'est ma mère », répétait-il, la voix brisée par l'angoisse et le manque de sommeil. Je dois la retrouver, mais je m'étais déjà arrangé pour être transféré dans une clinique privée à la périphérie de Nice, sous un nom d'emprunt. Je n'étais pas encore prête à le voir. Le 7e jour après l'accident, alors que les dernières égratignures sur mon visage commençaient à cicatriser, Julien reçut l'enveloppe que Maître Durieux lui avait fait porter en main propre. Il était seul dans l'appartement qu'il avait partagé avec Élodie. Elle était partie 3 jours plus tôt, emportant ses affaires personnelles
et laissant derrière elle une simple note. « Je ne peux pas vivre avec ton mépris. Adieu. » Julien ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. En reconnaissant mon écriture sur les pages qui s'y trouvaient, il s'effondra dans le fauteuil, son corps secoué de sanglots silencieux. « Testament de Colette Meunier », disait la première page, suivie de la date, celle du jour où il m'avait jeté ses dettes au visage. Il lut tout, d'une traite, sans s'arrêter. Chaque mot était comme une lame qui s'enfonçait dans son cœur, révélant une vérité qu'il avait refusé de voir pendant des années. Il apprit enfin comment la société d'architecture de son père avait été délibérément sabotée par son propre frère, Bernard. Comment ce dernier avait falsifié des signatures, détourné des fonds, créé des comptes offshore pour dissimuler ses malversations. Comment il avait ensuite fabriqué des preuves pour faire porter le chapeau à Pierre, détruisant sa réputation et, ultimement, sa santé. Il découvrit comment Élodie s'était liée d'amitié avec la femme de Bernard dès leur première rencontre, lors d'un dîner de famille. Comment, ensemble, elles avaient tissé une toile de mensonges autour de Julien, l'isolant progressivement de moi, semant le doute sur l'intégrité de son père, préparant le terrain pour leur escroquerie finale. Il lut, horrifié, comment Élodie avait utilisé mon nom pour contracter des emprunts, comment elle avait falsifié ma signature, comment elle avait manipulé les documents pour faire croire que Pierre était responsable de cette situation catastrophique. Mais le plus douloureux fut de lire comment j'avais gardé le silence toutes ces années, par amour pour lui, comment j'avais supporté l'humiliation, les regards en coin, les murmures dans mon dos lors des réunions de famille. Comment j'avais choisi de protéger son image de son père plutôt que de défendre la mienne. Je ne voulais pas que tu perdes la foi en l'homme que tu admirais tant, avais-je écrit. Ton père était un homme bon, honnête, intègre. Il méritait que tu gardes de lui cette image, même si cela signifiait que je devais porter le poids de ses supposées erreurs. Quand Julien eut fini de lire, la nuit était tombée sur Lyon. Il resta immobile dans le fauteuil, fixant les lumières de la ville qui scintillaient par la fenêtre, semblables à des étoiles tombées du ciel. Il comprenait enfin, et cette compréhension était un fardeau presque trop lourd à porter. Une semaine plus tard, il se rendit à l'hôpital Pasteur de Nice déterminé à me retrouver. Mais quand il arriva à la chambre que j'avais occupée, le lit était vide. Sur l'oreiller, il ne trouva que mon alliance et une dernière lettre. « Julien, l'amour d'une mère n'est pas une dette, c'est un legs. Paie-le avec la vérité. » Cette lettre n'était pas signée, mais il reconnut immédiatement mon écriture, ces lettres légèrement penchées, ces R qui ressemblaient presque à des N, cette façon particulière de former les majuscules que son père avait toujours admirée. Je l'observais depuis le hall de l'hôpital, dissimulé derrière une grande plante verte. Je le vis sortir de la chambre, mon alliance serrée dans son poing, les épaules voûtées par le poids de la culpabilité. Je le vis s'asseoir sur un banc dans le jardin de l'hôpital, relire ma lettre encore et encore, caresser l'anneau d'or comme s'il pouvait lui parler. J'aurais pu m'approcher, me révéler à lui. J'aurais pu le prendre dans mes bras, lui dire que je lui pardonnais. Mais quelque chose me retint. Ce n'était pas encore le moment. Il avait besoin de ce temps de réflexion, de rédemption. Et moi, j'avais besoin de retrouver qui j'étais, au-delà de mon rôle de mère et de veuve. Je quittais l'hôpital silencieusement, emportant avec moi seulement un petit sac et les documents qui prouvaient l'innocence de Pierre. Ces preuves, je les confiai à un avocat à Marseille, avec instruction de les remettre aux autorités compétentes si jamais il m'arrivait quelque chose. Depuis ce jour, on raconte qu'une banque de Lyon reçoit tous les mois un virement anonyme au nom de Pierre et Colette Meunier, une somme modeste, mais régulière, qui s'accumule sur un compte spécial, et le testament du vol 372 est devenu une légende dans certains cercles juridiques et bancaires, non pas pour ce qu'il a révélé, mais pour ce qu'il a guéri en silence. Quant à moi, je vis maintenant dans un petit village de l'arrière-pays provençal, dans une maison au volet bleu et au jardin d'oliviers. J'enseigne la littérature française aux enfants du village. Je peins à l'aquarelle les paysages que Pierre et moi avions tant rêvé de voir ensemble. Et j'attends. J'attends que mon fils soit prêt, qu'il comprenne que l'amour véritable ne demande pas de perfection, seulement d'honnêteté, qu'il apprenne à se pardonner, comme je lui ai pardonné. Car c'est là le véritable héritage que je veux lui laisser, non pas l'amertume ou la culpabilité, mais la capacité de recommencer, de reconstruire, de réparer ce qui a été brisé. Pierre aurait voulu cela, et moi aussi. L'histoire de Colette nous rappelle que parfois, le silence que nous gardons par amour peut devenir une prison dont seule la vérité détient la clé.
Pendant des années, cette mère a porté le fardeau des mensonges des autres, sacrifiant sa dignité pour préserver l'image que son fils avait de son père. Mais à quel moment devons-nous cesser de nous sacrifier pour protéger ceux qui ne nous protègent pas en retour? À quel moment le devoir de vérité devient-il plus important que le devoir de protection? Si vous étiez à la place de Colette, auriez-vous supporté les humiliations en silence aussi longtemps? Auriez-vous trouvé le courage de partir? De tout recommencer à 68 ans, quand la plupart des gens se résignent au confort amer de la familiarité? L'amour d'une mère a des limites, non pas dans sa profondeur, mais dans ce qu'il doit accepter de subir. Cette histoire nous invite à réfléchir sur les sacrifices silencieux que font tant de parents, et sur le prix parfois trop élevé de la loyauté familiale. Le testament du vol 372 n'est pas seulement un document qui révèle des vérités cachées, c'est un témoignage de résilience, un acte de libération, et peut-être le plus grand geste d'amour qu'une mère puisse faire, permettre à son enfant de faire face à ses erreurs pour qu'il puisse vraiment grandir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui, peut-être, gardent aussi des silences qui les étouffent. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui font réfléchir, laissez un pouce bleu si vous avez été ému, et partagez dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place de Colette?